Allez, le petit 49, pas très difficile. Avec l'utilisation de GeoGebra, vous allez voir, très simple. Très très simple. Donc on a un repère et on considère un point A fixé qui n'appartient pas à l'axe des abscisses OI. Et on veut représenter l'ensemble des points M qui se situent à égale distance entre le point A et la droite OI. Donc déjà, première chose, on a un repère. Donc, je sais pas comment il est, mais on a un repère ortho normé, c'est pas écrit. Un repère. Voilà. Et on a un point A ici. Donc OI, il est là, J, il est là. Voilà. On a un point A qui est fixé, lui, il va pas bouger. Et je veux un point M, par exemple, n'importe lequel de point M, sauf que il faut qu'il soit à égale distance du point et de la droite. Alors, la distance du point à la droite, je vous rappelle que c'est la distance la plus courte, celle qui est définie par le projeté orthogonal de M sur OI. Donc regardez, si je place le point M ici, je suis à 2 carreaux ici et je suis à 2 carreaux là. Donc celui-là, il va, point M. Si je place le point M ici, je suis à 1 carreau de A et puis à 1 carreau ici. Donc pour l'instant, on est bon. Voilà. Ah oh, pas que je dessine ça, sinon je vais vous montrer la solution à la fin. Ah, on pourrait placer par exemple le point M ici. Voilà. On pourrait le placer ailleurs aussi. Hein. Il pourrait être par exemple, je sais pas moi, hein, tac, tac, hop, hop, allez, par ici peut-être. Voilà. Donc il faut voir où est-ce que vont se placer tous ces points. Mais vous allez voir qu'avec deux petites choses assez simples, on va vite se rendre compte qu'on peut placer avec GeoGebra ce point M. Après, la démonstration est plus difficile, donc on va peut-être pas la faire, et puis c'est pas demandé dans les exercices. Mais vous allez voir que pas très compliqué. Donc, on a le point M, et il nous parle du point H. H, c'est le projeteur orthogonal de M sur OI. Donc on a un point M, et puis on a la droite OI. Je le fais un peu plus grand. Hein. Et ce point M, il a un projeteur orthogonal. Et ce projeteur orthogonal, c'est H. Donc c'est assez évident de dire que MH, la droite, elle est perpendiculaire à la droite OI. C'est pour ça qu'on nous demande un A de justifier que OI est perpendiculaire à MH. Alors c'est assez facile, hein, H est le projeté orthogonal de M sur OI, donc, par définition, la droite OI, elle est perpendiculaire à la droite MH. Bon, jusqu'à là, ça va. Après, il nous demande de donner les coordonnées du point H. Parce que le point M, il a comme coordonnées XM, YM. Ça veut tout simplement dire que ici, j'ai YM, et ici, j'ai XM. Donc le point H, lui, il va avoir comme coordonnées XM 0. Oui, il n'a pas d'abscisse, il est sur la droite OI, le point H. Donc, il n'a pas d'ordonnée. Du moins, son ordonnée est nulle, parce qu'il se situe sur l'axe des abscisses. S'il se situe sur l'axe des abscisses, son ordonnée est nulle, donc on a bien 0 ici. Et son abscisse, c'est quoi? Bah, c'est l'abscisse du point M, parce que le point M, il était projeté sur cette droite, ici. Après, il faut justifier que le point M appartient à la médiatrice du segment H. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la distance entre M et OI, donc MH, elle soit toujours égale à la distance de M au point, MA. Voilà. Et ça, c'est pas la définition du milieu. Ça veut pas dire que M, c'est le milieu de AH, qu'il y a un cas où M est bien le milieu de H, mais il y a plein d'autres cas. Et notamment ça, là, ça veut dire que M appartient à la médiatrice de H. Prenons deux points, A et H. Je l'ai fait là exprès, hein. Si je tasse la médiatrice de H, je vous rappelle la médiatrice, c'est celle qui passe, c'est la droite perpendiculaire qui passe par le milieu, et c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance. Là, j'ai peut-être, je sais pas quelle distance, mais j'ai la même ici. Là, je sais pas quelle distance, mais j'ai la même là. Voilà. Ici, j'ai peut-être une distance de 3, bah, ici, j'ai une distance de 3. Ici, j'ai une distance de 2,5, là, j'ai une distance de 2,5. Donc,
les points M ici, voilà, c'est l'ensemble des points M, se situe sur la médiatrice de H. Donc M appartient à la médiatrice de H. Et maintenant, on vous demande de réaliser la construction sous GeoGebra. Alors, on sait deux choses. Première chose, ici, OI est perpendiculaire à MH, et on sait que M appartient à la médiatrice de AH. Et pour déterminer ce point M, on va utiliser ces deux petites choses. Alors, je vais lancer mon GeoGebra, ici, et il nous demande de placer le point A de coordonnées 1, 1. Donc une des premières choses que l'on va faire, c'est qu'on va placer un point A qui a pour coordonnées 1, 1, ici. Voilà. Et celui-ci va pas bouger. On va placer un point H sur l'axe OI. Donc l'axe OI, lui, il se situe ici, hein, on est d'accord. Donc le point H, on va le mettre là. Voilà, donc là il s'appelle B, mais nous on va l'appeler H. Le point H, on peut le bouger. Voilà, il est sur l'axe, il ne va pas aller ailleurs. Voilà. Et puis, c'est tout pour l'instant. Alors, regardons un petit peu ce qu'il nous demande aussi. Il nous demande là de placer un point libre sur l'axe des abscisses et de construire le point M en utilisant les questions 1 et 2. Donc, en utilisant, on est bien d'accord, que OI est perpendiculaire à MH et que M appartient à la médiatrice de AH. Donc, une des premières choses que je vais faire, c'est tracer la perpendiculaire à OI qui passe par H. Traçons la perpendiculaire à OI qui trace par H. Perpendiculaire à OI, perpendiculaire à l'axe des abscisses qui passe par H. Voici la droite sur laquelle on devrait avoir M. Voilà. MH, c'est cette droite-là. On ne sait pas où est le point M, mais on sait que cette droite-là, c'est MH. Parce que MH est perpendiculaire à OI. Après, donc celle-ci, on va la effacer, mais on sait qu'elle est là. Après, il faut tracer la médiatrice de AH. Hein, regardez un petit peu ici. M appartient à la médiatrice de AH. Donc M appartient à la médiatrice de AH. Donc ça veut dire que si je trace la médiatrice de AH, je vais forcément avoir la localisation du point M. La médiatrice de AH, c'est quoi? Bah, c'est la perpendiculaire qui passe par le milieu de AH. Donc dans un premier temps, il faudrait qu'on ait le milieu de AH. Le milieu de AH, il est ici. Il s'appelle B. Voilà. Et on va tracer la perpendiculaire. Alors on va déjà tracer la droite à H. Et on va tracer la perpendiculaire à la droite à H qui passe par B. Donc ça là, c'est la médiatrice de AH. Et ça, c'est la perpendiculaire à OI qui passe par H. M appartient à ces deux droites. Si M appartient à ces deux droites, M est forcément ici. Le point d'intersection de ces deux droites, ça va être un des points M. Alors, intersection de ces deux droites. J'ai choisi un point H ici, et je me rends compte que si je choisis mon point H ici, MH, alors MH, eh bien, à égale distance entre MH est bien égal à MA. Alors, on va tout effacer les droites, parce que celle-ci ne m'intéresse pas, s'il veut bien sûr. Il veut pas, ça y est, il plante. Elle m'énerve cette histoire. Voilà. Celle-ci et celle-ci, et on va enlever le point B, le milieu. On va vérifier qu'on a bien des longueurs qui soient égales. Tac, est-ce que M, H et MA sont égales? Alors, regardons un petit peu. MA, MH sont égales. Alors, je dois pouvoir mesurer ici avec les longueurs. Donc là, j'ai une longueur de 3,31. Là, j'ai une longueur de 3,31. Et qu'est-ce qui se passe si je bouge le point H? Ah, bah, le point M bouge en conséquence, hein, parce que si je bouge le point H, je bouge cette droite-là, et si je bouge le point H, je bouge la médiatrice, moi je bouge le milieu, qui va faire bouger la médiatrice, voilà, donc voilà, et on a notre point M qui est ici, placé à égale distance, à gauche et à droite. On est bon? Alors, si j'enlève ça et ça, voilà. Maintenant, la question c'est, si je fais bouger mon point H, qu'est-ce que je vais obtenir comme ensemble de points M? Alors, je vais prendre mon point M ici, on va lui mettre un petit rond, et surtout, regardez ce qu'on va faire, on va afficher la trace. C'est-à-dire qu'il va rester imprimé tant que je ne bouge pas trop dans GeoGebra.
Regardez bien. Ah, voilà mon point M. Ah, je suis un peu bloqué là. Voilà. Oula! Qu'est-ce que ça fait donc? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une parabole! En effet, c'est une parabole, et on a le point M qui décrit une parabole. Donc, une parabole, de manière géométrique, c'est l'ensemble des points qui est à équidistance, à la même distance d'une droite et d'un point. Donc voilà. C'est l'ensemble des points qui est équidistance d'une droite et d'un point. C'est pas mal ça, c'est joli. On peut même bouger le point. Alors si je bouge le point A, on va juste bouger un petit peu pour effacer, là. Je vais avoir une parabole un peu... un tout petit peu plus, vous voyez, avec les branches un tout petit peu plus écartées. Si je prends le point A, par exemple, qui est situé, allez, très proche de... ici, là, sur l'axe, là, et ben, je vais avoir une parabole qui va être centrée. Voilà. Si j'ai, par exemple, un point A qui est un tout petit peu plus haut, par exemple, regardons ici, voilà. Oh, bah j'ai une parabole qui va être drôlement écartée, là. Okay. Si j'ai un point A qui est très proche de la droite, là, on va se mettre avec un point A très très proche ici. Le point est très très proche, et hop là, ça me fait une parabole avec les branches très resserrées. Voilà. Et puis on peut jouer comme ça avec GeoGebra pendant un paquet de temps. Tiens, une autre parabole. Alors vous bougez un petit peu, et voilà. GeoGebra, vous l'avez en ligne, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la version téléchargée comme moi. Ça, vous pouvez le faire allègrement en ligne. Et je vous rappelle, on a tracé une perpendiculaire, alors pas celle-là de perpendiculaire, excusez-moi. On a tracé une perpendiculaire, elle est ici, et on a tracé la médiatrice. Alors elle est où la médiatrice elle est, alors ça c'est la droite, voilà, la médiatrice est là. On a tracé la médiatrice du segment AH, et la perpendiculaire, et voilà, on a une belle chose. Alors la médiatrice, elle a un petit peu de tangente à la perpendiculaire quand même, hein. Donc voilà. Alors on va faire le 49, c'est fait. On va faire celui d'après. Alors celui d'après, je ne l'ai pas regardé, donc on va jeter un coup d'œil, savoir ce qu'il dit. Tac. Et puis voilà. Alors quelle courbe semble-t-on obtenir? Bah, on semble obtenir une parabole. Voilà. Donc 3, ça nous donne donc quelque chose de comme ça, avec le point M qui va décrire une parabole comme celle-ci là. Voilà. Le point A est ici. Le point H est là. Et le point H, je dis, et le point M va se situer à peu près par ici, et la distance qu'il y a là est égale à la distance qu'il y a là, et ça fait une sorte de parabole. Voilà. Regardons maintenant le suivant. Alors le suivant, lui, il est ici, et il s'appelle 63. On considère un rectangle ou un carré, un rectangle, ABCD. ABCD, avec une R qui est fixée à 1. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais une chose est sûre, l'aire de ce rectangle, elle vaut 1. Donc en effet, on ne connaît pas les longueurs, mais l'aire vaut 1, et surtout AB, il a une longueur qui vaut X. Et l'aire de ce truc-là, ça vaut 1. Alors l'aire d'un rectangle, c'est facile, c'est l'aire du rectangle ici, c'est bien AB fois BC. La longueur AB fois la longueur BC. Si j'ai un rectangle qui fait 2 par 12, 2 par 12, ça fait une aire qui vaut 24. Ici, j'ai un rectangle qui fait X par je sais pas quoi, et ici, donc, ça vaut une aire qui vaut 1. On est d'accord? Donc, première question, c'est exprimer la longueur BC en fonction de X. Bah, si l'aire vaut 1, l'aire qui vaut AB fois BC, l'aire vaut 1, AB vaut X, et BC, c'est ce que je cherche. Donc on va diviser par X à gauche et à droite, et ça va nous donner BC est égal à 1 sur X. Donc ici on va avoir 1 sur X. Et en effet, 1 sur X fois X, et ben ça va faire 1. Donc notre R, elle va bien être égale à 1 si on a une valeur ici par exemple de 2, et là on a 1,5. 3, 1 tiers. 4, 1 quart, etc., etc., etc. Si j'ai 8, 1 huitième. Si j'ai 0,5 ici, 1 sur 0,5, ça fait 2, etc., etc., etc. Voilà.
on considère deux réels strictement positifs A et B, tels que A soit inférieur à B. La longueur BC est-elle plus grande lorsque x égale A ou lorsque x égale B? Alors là, il faut bien écrire le tout. Voilà. Regardez bien. On considère deux réels positifs A et B. A inférieur à B. Par exemple, 1 inférieur à 2. Voilà. Est-ce que BC est plus grand si x égale 1 ou si x égale 2? BC, c'est 1 sur x. Ok. Et si j'ai BC, si x qui vaut A, BC vaut 1 sur A. Si x qui vaut B, BC vaut 1 sur B. Voilà. Alors, regardez bien. Si j'ai 1 sur A, si ici j'ai un petit rectangle, un petit ici, BC va être grand comme ça. Imaginons que je fasse grandir la valeur. Là, j'ai A. Voilà. A est plus petit que B. Donc là, j'ai 1 sur A. Faisons grandir un peu A pour le transformer en B. Allez, on le met 2 fois plus grand. Comment est-ce qu'il faut que je dessine mon rectangle pour que l'aire soit toujours la même? Et bien, si je mets un côté plus grand ici, pour que l'aire soit toujours la même, pour que cette aire-là soit toujours la même que celui que je vais dessiner ici, eh ben, il faut que je le dessine un peu plus petit ici. Hein. On est bien d'accord? Voilà. Deux rectangles de même aire. Celle-ci vaut 1, celle-ci elle vaut 1 aussi. Sauf que là, le A il est plus petit, là, le B il est plus petit. Et là, le 1 sur A, lui, il est bien plus grand que le 1 sur B ici. Donc, dans ce cas-là, on a BC qui vaut 1 sur A. B, C, D et A. Et ici, B, C, A et D. Donc, plus on va faire grandir le côté B, hein, je prends un côté encore plus grand, et bien plus mon rectangle, lui, si je veux conserver la même aire, il va avoir une longueur BC qui va être de plus en plus petit. Par exemple, imaginons ici, je mets 10, là je suis sur 1 dixième. Ici, par exemple, au lieu de mettre 10, je mets pas 10 pour ABC. Pour AB, je mets 2. Si je mets 2, tac. Si je mets 2 ici, là ça va faire 1,5. Alors c'est pas du tout à l'échelle, hein. On est bien d'accord, 10, 1 dixième, je suis d'accord. Si je suis à 2 ici, là je suis à 1,5, bon, c'est pas du tout à l'échelle. Mais ça c'est plus petit, si ça diminue, celui-ci est obligé de grandir. Pourquoi? Parce qu'il y a conservation de l'air ici. Hein. Il y a toujours une aire qui fasse 1 à chaque fois. Alors ça se voit plutôt pas mal avec GeoGebra, regardez, ça va être assez facile à faire. On va faire un carré qui a un rectangle qui a pour aire 1. Alors pour ça, on va déjà ici tout supprimer. On va passer en plein écran, bouger un peu, et on va faire un rectangle. On va faire un curseur par exemple. Est-ce que je vais y arriver ça? Un curseur. Je mets une pause, je le fais et je suis à vous. Alors voilà, j'ai fait mon petit... Alors là, c'est un petit carré parce que, regardez, la longueur du côté AB, elle vaut 1. Donc, si je veux avoir quelque chose qui passe 1, il me faut un côté qui vaut 1 et l'autre côté qui vaut 1. Si j'augmente la valeur de A, vous voyez, hop, AB vaut 1,5. Il faut bien que le côté BC, il se rétrécisse pour pouvoir conserver l'air qui vaut 1. Et je peux continuer comme ça. Imaginons que j'ai un petit AB qui valent 3,3, ici, bah, il me faut 1 sur 3,3, etc., etc. Et si je diminue la valeur de A, et ben, la côté AB diminue, mais la longueur de BC, elle, augmente. C'est ce qu'il nous demandait dans la deuxième partie de l'exercice, qui était ici, retrouver le sens de la relation de la fonction inverse sur 0 plus l'infini. On a tout simplement dit que lorsque petit x augmente, 1 sur x diminue. Lorsque petit x augmente, 1 sur x diminue. Donc sur 0 plus l'infini, on a la fonction inverse qui diminue. Elle part de plus l'infini et elle va vers 0. Voilà. Plus a augmente, plus 1 sur x, plus x augmente, plus 1 sur x diminue. Voilà notre petit tableau de variation. Allez, le 71, ça va aller vite.
Il n'y a pas de dessin à faire, c'est que, entre guillemets, du calcul et du raisonnement. Et vous allez voir que c'est assez facile à faire. On s'intéresse à la fonction c de x. c de x, c'est une fonction qui est x3. Voilà, on va écrire avec celui-là, là, il me plaît un peu mieux celui-là, là. c de x, c'est x3. X à la puissance 3. Très bien. Et on veut démontrer dans un premier temps que B3 moins A3, c'est égal à B moins A, facteur de A au carré, plus 2AB, plus une fois AB, excusez-moi, plus B au carré. Alors pour démontrer ça, je vais faire simple, je vais partir de ça. Je vais tout développer, et je vais voir si je tombe là-dessus. Alors développons un peu tout. Mettre des petites... comme ça. Donc, ça fait... Je développe A carré fois B. Après, ça fait B fois AB. Donc ça fait plus A fois B carré. Plus B3. B puissance 3. Après, moins A fois A carré, ça fait moins A puissance 3. Après, j'ai moins A fois AB. Ça fait moins A au carré B. Et après, j'ai A moins A fois B carré. Moins A fois B carré. Et regardez ce qui se passe. Tout ça, c'est égal. Donc, si je prends toute la partie qui est à droite ici, et que je la développe, je tombe là-dessus. Et en la développant, j'obtiens que ça, moins ça fait 0. Ça, moins ça fait 0. Donc, il me reste B3 moins A3. Donc, on a bien B3 moins A3. On a B3 moins A3 qui vaut B moins A, facteur de A carré, plus AB, plus B carré. Voilà. Et maintenant, on va étudier le signe de ce truc-là, de B3 moins A3. Mais on est malin. On a démontré que B3 moins A3, c'est tout ça. Donc autant étudier le signe de tout ça. Alors, pour étudier le signe de tout ça, c'est la question de A. On va se placer dans plusieurs cas. Premier cas, lorsque A et B sont positifs, et avec A inférieur à B. Donc on aura toujours A inférieur à B, mais tout ce beau monde est positif. Ok ? A, B positif, et A, je l'aurais écrit, A, B positif, les deux positifs, hein, on est bien d'accord. Et puis voilà, c'est très très mal écrit, voilà, on va le réécrire correctement. A, B. A et B sont positifs, et A est inférieur à B. Qu'est-ce qui se passe pour là? A et B sont positifs. A carré plus AB plus B carré, bah tout ça, ça va être positif. Si A est positif, A carré est positif. B carré est positif aussi. A fois B est positif aussi. Un positif fois un positif, c'est un positif. Donc en fait, le signe de B3 moins A3, c'est le signe de B moins A. Allez, ça c'est un truc qui est positif, donc si ça c'est positif, positif fois quelque chose, son signe, c'est bien le signe de B3 moins 1,3. Si on veut s'en convaincre, on peut essayer de faire ça dans un tableau de valeurs, avec un tableau de signes. On peut mettre par exemple, ah mais je suis un peu embêté là parce que A et B positif, donc on va pas le faire dans un tableau de signes, mais le signe de B3 moins 1,3, c'est bien le signe de B moins A. Okay. Et dans ce cas-là, B est plus grand que A. B est plus grand que A. Donc, B moins A, lui, est positif. Alors, on résume ce qu'on a. Si A est inférieur à B, alors B3 moins A3 est positif. Hein, regardons bien. Hein. B3 moins A3, c'est tout ça. Donc moi, je veux le signe de B3 moins A3.
Le signe de B3 moins A3, c'est le signe de tout ça. Tout ça, c'est positif. Tout ça, là, c'est positif. Si tout ça, c'est positif, un positif fois un positif, ça doit faire un positif. Un positif fois un négatif, ça va faire un négatif. Dans notre cas à nous, le signe de B3 moins A3, c'est bien le signe de B moins A. Le signe de B moins A, bah, on le connaît. Pourquoi? Parce qu'on a supposé au départ que A était plus petit que B, et que B est plus grand que A, donc si B est plus grand que A, B moins A est positif. Voilà. Donc voilà ce qu'on a démontré. Alors on peut aller un tout petit peu plus loin maintenant. B3 moins A3, positif. Ça veut dire que B3 est supérieur à A3. Donc si on a deux points positifs A et B comme ça, on a A3 qui est plus petit que B3. Qu'est-ce qu'on peut en conclure sur notre fonction? Bah elle est forcément croissante. Donc, c'est de x, qui lui vaut x3, qui est la fonction x3. Quand on passe A inférieur à B, alors A3 est inférieur à B3, alors c de x est forcément croissant. C'est la définition de la croissance. Okay. Si on regarde la deuxième partie de l'énoncé, je vous remontre, hein. On a supposé ça. Si on suppose ça, ça veut dire que ça est positif, ça est positif, ça est positif. Donc tout ça est positif, là. Je vais encadrer en rouge. Tout ça, là, c'est positif. Donc le signe de B3 moins A3, c'est la même chose que le signe de B moins A. Et le signe de B moins A, on le connaît. C'est positif, car B est plus grand que A. Donc on résume, si A est inférieur à B, alors B3 moins A3 est supérieur à 0, ça veut dire que B3 est supérieur à A3. Grosso modo, si B est plus grand que A, B3 est plus grand que A3, puissance 3. Donc la fonction cube, elle est croissante. Ça, c'est sur 0 plus l'infini. On peut faire la même chose sur moins l'infini, 0. Et c'est justement la question 3 qui est juste à côté, là, pour tous les réels A et B. Négatif cette fois-ci. Donc vous voyez, on fait les deux cas. Donc cette fois-ci, A est toujours plus petit que B, et là, tout le monde est négatif. Ok. Est-ce que ça change vraiment beaucoup de choses? Le signe de B3 moins A3, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est toujours le signe de B moins A, facteur de A3, A2, plus AB, plus B au carré. Ça, c'est ce qu'on a démontré juste avant. Est-ce que ce truc-là serait pas toujours positif? A au carré est toujours positif, même si A est négatif. Moins 2 fois moins 2, ça fait toujours quelque chose de positif. Moins 12 fois moins 12, ça fait toujours quelque chose de positif. Donc A carré, c'est toujours positif. B carré, pareil, hein, on connaît la propriété de la fonction carré, toujours positif. Et AB, ben A et B sont négatifs. Donc un négatif fois un négatif, ça c'est négatif, et ça c'est négatif. Un négatif fois un négatif, on sait que ça fait un positif, ça. On est bien d'accord? Un négatif fois un négatif, ça fait bien un positif. Alors, je l'écris en petit, hein. Voilà. Négatif fois négatif, c'est positif. Donc AB est toujours positif. Donc un truc positif, plus un truc positif, plus un truc positif, ça reste positif aussi. Donc tout ça, là, ça reste positif. Donc tout ça, là, c'est supérieur à 0. Voilà. Donc toujours pareil, B3 moins A3 est donc du signe de B moins A. Alors toujours pareil, B est supérieur à A. Donc B moins A est positif. Ça change pas, hein. On a toujours considéré que B était supérieur à A. Donc B moins A est positif, et on peut tenir exactement le même raisonnement. Même raisonnement. B3 moins A3 est donc positif. Et donc, pour A plus petit que B, on a A3 qui est plus petit que B3.
Donc c'est la fonction cube, la fonction c de x est aussi croissante, mais cette fois-ci sur les valeurs négatives de x pour sur moins l'infini 0. Ça marche pareil, regardez, j'ai valeur de A et de B ici. A, on ne sait pas combien ça vaut, B, on ne sait pas combien ça vaut, A3, on ne sait pas combien ça vaut, mais on se doute bien que j'ai une valeur de A qui est A3 qui est plus petite que la valeur de B3. Ici, on a B3, et ici, on a A3. C'est bien ce qu'on a dit, B3 est plus grand que A3, B3 est plus grand que A3, parce que B3 moins A3 est positif, donc ce truc-là est plus grand que ce truc-là. Voilà. Et donc, on a donc une fonction qui croît. On l'a démontré là. C'est un tout petit peu plus fort que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. S'ils sont de signe contraire, pour le 4, s'ils sont de signe contraire, cette partie-là est négative, mais cette partie-là est négative aussi. Donc si cette partie-là est négative et cette partie-là est négative, ça va faire quelque chose de positif, et de la même manière, on va avoir une valeur de B3 qui va être supérieure à A3, et ça va être aussi croissant. Donc, non, oubliez ce que je viens de dire. Dans le cas où A et B sont de signes contraires, on ne peut pas trop... Oh bah si, je suis bête. Imaginons... On recommence, excusez-moi. Imaginons que B est positif, et A est négatif. Si B est positif, B3 est positif, et A3 est négatif. Donc B3 moins A3 sera forcément plus grand que 0. Et oui, un nombre positif moins un nombre négatif, ça fait forcément un nombre positif. Okay, et on a simplement ce cas possible parce qu'on a gardé A, parce que A est inférieur à B. Donc si A est inférieur à B, A est négatif et B est positif s'ils sont de signe contraire. Donc si on a ça, si B est positif et A est négatif, B3 est positif et A3 est négatif, moins par moins, ça fait quelque chose de négatif, plus par plus, ça fait quelque chose de positif, un positif moins un négatif, ça fait un truc positif. Donc forcément, alors, si vous n'arrivez pas à vous convaincre, c'est 3 moins 1. Voilà, 3 moins 1, ça fait 4. Moins par moins, ça fait plus. Voilà. Tac, 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 tac. Et là, même raisonnement, on sait que la fonction cube, elle est croissante sur R, sur toutes les valeurs de R. Voilà. Voilà pour cet exercice, c'était une petite démonstration qui démontrait la croissance de la fonction cube. Voilà. Donc, 3 cas. Premier cas, A inférieur à B. A inférieur à B, mais positif. Deuxième cas, A inférieur à B, mais négatif. Et puis le troisième cas, lorsqu'ils sont de sens contraire, toujours A inférieur à B, bien sûr. Et on a toujours la même chose, B3 moins A3 positif. Si B3 moins A3 positif, ça veut dire que B3 est plus grand que A3, ça veut dire que la fonction est croissante. Voilà.